Planter des cocotiers là où le Sahel brûle semblait insensé. Pourtant, ce geste risqué promettait de bouleverser les sols, l'économie locale, les pratiques agricoles, la confiance collective et la relation intime que les habitants entretenaient depuis des générations avec une terre déclarée stérile, ouvrant une conséquence inattendue pour l'avenir climatique et social du Sahel occidental, à court comme à long terme, sans certitude préalable ni garantie institutionnelle explicite au départ, seulement initialement. Que révèle ce pari sur la vision d'Ibrahim Traoré pour le Sahel? Dans le désert, une possibilité germe. Cette histoire ne promet pas un miracle agricole, mais une lecture précise d'un pari mesuré, assumé et méthodiquement construit dans un environnement réputé hostile. Elle propose au lecteur de comprendre comment une initiative localisée peut devenir un test grandeur nature pour des territoires confrontés à l'aridité, à l'incertitude climatique et à l'épuisement des modèles traditionnels. Le bénéfice est clair. Saisir en peu de temps comment une décision concrète peut reconfigurer des attentes collectives. L'enjeu, lui, est élevé. Si le projet échoue, il confirmera l'idée que certaines terres sont irrécupérables et que l'innovation a ses limites face aux contraintes naturelles. S'il réussit, il remettra en cause un récit ancien, largement accepté, selon lequel le Sahel serait condamné à la dépendance et au déclin écologique. Entre ces deux pôles se joue une tension centrale. Transformer sans épuiser, expérimenter sans déstabiliser, convaincre sans promettre l'impossible. C'est cette ligne de crête, étroite et risquée, que le projet porté par Ibrahim Traoré invite à examiner, non comme une fable inspirante, mais comme un processus réel aux conséquences durables. En 3 ans, plus de 200 hectares ont été couverts de cocotiers dans une zone sahélienne réputée improductive. Près de 70% des arbres ont survécu malgré des températures dépassant régulièrement les 40 degrés, un résultat jugé improbable par de nombreux experts au départ. Cette donnée a opéré un basculement discret, mais décisif. Elle ne prouvait pas seulement qu'un arbre pouvait tenir, mais qu'un modèle alternatif pouvait émerger dans un espace longtemps classé comme perdu. Ibrahim Traoré parlait alors d'un seuil franchi, non pas la victoire d'une expérimentation, mais la fin d'une certitude négative. Le Sahel cessait d'être uniquement un décor de contraintes pour devenir un terrain d'hypothèses vérifiables. Avant ce tournant, le contexte était sévère. Les sols appauvris, la pluviométrie faible et l'évaporation rapide rendaient toute culture exigeante presque absurde. Les tentatives agricoles antérieures avaient souvent échoué, renforçant l'idée d'une fatalité climatique. Le projet lancé en 2019 s'inscrivait donc à rebours d'un consensus établi. Planter là où l'on avait appris à renoncer. Les premiers mois ont confirmé ces doutes. Plusieurs plans dépérissaient rapidement, et chaque perte semblait valider les critiques initiales. Pourtant, au lieu d'abandonner, l'équipe a traité chaque échec comme une information. L'introduction progressive de solutions d'irrigation solaire et de réservoirs souterrains a modifié la dynamique du sol, stabilisant l'humidité sur des périodes plus longues. Ce glissement méthodique a redéfini la nature même du projet. Il ne s'agissait plus de forcer la terre, mais d'ajuster les conditions pour permettre une adaptation progressive. Les villageois, d'abord sceptiques, ont commencé à observer des signes de résistance inattendus. Les jeunes pousses tenaient, puis se renforçaient. Dans ce contexte, la mini-révélation ne résidait pas uniquement dans les chiffres, mais dans leur signification. Ils indiquaient que le récit dominant sur l'impossibilité du Sahel pouvait être fissuré, ouvrant un espace nouveau pour penser l'avenir agricole et territorial. Au cœur des premiers ajustements, une figure s'est imposée par sa méthode plutôt que par son discours. Le projet avançait sans proclamation, guidé par une approche pragmatique qui refusait autant l'enthousiasme aveugle que le découragement rapide. Chaque décision était testée, observée, puis corrigée, dans un environnement où l'erreur coûtait immédiatement en plan perdu. Cette posture a donné une direction claire, progresser par itérations successives, sans chercher à convaincre avant d'avoir démontré.
2 microcas ont illustré ce tournant initial. Dans la vallée de Mahune, un lot de jeunes cocotiers affaiblis a retrouvé de la vigueur après l'introduction de papaye de coco recyclée, utilisée pour limiter l'évaporation et enrichir le sol. À quelques kilomètres de là, un autre groupe de plants a résisté plusieurs semaines supplémentaires grâce à un ombrage léger obtenu par une fine couche de kaoline. Ces interventions modestes n'ont pas transformé le paysage, mais elles ont changé la trajectoire du projet. Les effets se sont fait sentir rapidement. Les ingénieurs locaux, jusque-là prudents, ont commencé à percevoir une cohérence technique derrière ces ajustements répétés. Les agriculteurs observaient avec attention, comparant les parcelles, notant les différences d'humidité et de résistance. Ce qui paraissait au départ expérimental prenait progressivement la forme d'un protocole. Ce déplacement a produit un impact précoce mais déterminant, la confiance. Non une adhésion enthousiaste, mais une curiosité active. Les habitants ne voyaient plus les cocotiers comme des anomalies isolées, mais comme les premiers indices d'un système en construction. À ce stade, l'enjeu n'était plus de prouver une réussite, mais de maintenir une dynamique fragile, encore réversible, mais déjà porteuse de sens. Au début, tout semblait confirmer l'échec annoncé. Durant les premières semaines, plusieurs jeunes cocotiers se desséchaient rapidement sous une chaleur écrasante, et chaque plan perdu renforçait l'idée que l'expérience ne dépasserait pas le stade symbolique. Puis un premier basculement s'est produit, presque silencieux, lorsque les équipes ont cessé de chercher une solution unique pour adopter une logique d'ajustement successif. Ce passage du presque abandonné au peut-être possible a marqué la phase d'activation du projet. L'activation s'est jouée sur un temps court. Ibrahim Traoré, entouré d'un petit noyau d'ingénieurs locaux, a introduit les premiers systèmes d'irrigation solaire combinés à des réservoirs d'eau souterrains. Les pertes continuaient, mais leur rythme ralentissait. Les sols conservaient l'humidité plus longtemps et certains plants montraient des signes de reprise. Les villageois observaient net à distance, partagés entre scepticisme et curiosité. Le projet cessait d'être une intuition pour devenir une hypothèse testable. Vint ensuite la phase d'escalade. Les températures dépassaient fréquemment les 40 degrés, mettant les installations à l'épreuve. Plutôt que de réduire les ambitions, l'équipe alla multiplier les expérimentations. Les pailles de coco recyclées ont été introduites pour limiter l'évaporation, tandis que le kaoline était utilisé pour créer un ombrage léger. Chaque amélioration produisait un effet mesurable, parfois minime, mais suffisant pour justifier une nouvelle tentative. Cette accumulation d'ajustements a déclenché une réaction en chaîne. Les jeunes du village ont commencé à s'impliquer, proposant leur aide et partageant leurs observations sur l'exposition au soleil ou la texture des sols. Les agriculteurs apportaient des savoirs empiriques, discutant de densité, de cycle et de micro-rétention. Une intelligence collective s'est mise en place, sans plan formel, mais avec une dynamique claire. Le projet n'était plus porté par un individu, mais par un groupe qui apprenait en marchant. La phase de résonance est apparue lorsque les premières pousses vigoureuses ont été visibles sur plusieurs parcelles. À ce moment, un changement sociologique s'est produit. Les cocotiers n'étaient plus perçus comme des anomalies botaniques, mais comme des éléments intégrés à un paysage en transformation. Les discussions locales se sont enrichies d'un nouveau vocabulaire technique, signe que l'expérimentation s'inscrivait désormais dans le quotidien. Puis, est venue la confirmation, avec les premières récoltes modestes mais réelles. Elles ont ouvert la voie à l'organisation de coopératives, notamment féminines, chargées de la transformation des produits dérivés. Les jeunes, qui envisageaient auparavant l'exode, ont commencé à se projeter dans ces nouvelles activités. Les autorités locales, longtemps observatrices, ont pris acte de l'émergence d'un modèle potentiellement reproductible. Enfin, la phase de répercussion a dépassé le cadre local. Des chercheurs ont visité le site et des institutions ont commencé à évoquer le projet comme une référence d'adaptation climatique. Ibrahim Traoré n'a pas proclamé de victoire, préférant consolider chaque étape.
Ce fil d'événements révélait une dynamique claire. Ce qui avait commencé comme un pari isolé devenait progressivement un basculement territorial mesuré, construit et partagé. Au départ, la ligne de base était implacable. Une zone aride, appauvrie, où la chaleur dépassait régulièrement les 40 degrés C. 3 ans plus tard, cette situation avait évolué de manière mesurable, ouvrant un espace inédit pour l'évaluation factuelle du projet. Cette transition du constat initial vers des résultats observables constitue le cœur des preuves quantitatives, celles qui ont progressivement déplacé le débat du registre symbolique vers celui de la démonstration. Le premier indicateur concerne l'extension spatiale. Plus de 200 hectares ont été couverts par les cocotiers dans cette zone sahélienne. Cette surface révèle une dynamique d'implantation stable à l'échelle territoriale. Ce chiffre n'est pas anodin. Il montre que l'initiative ne s'est pas limitée à une parcelle expérimentale, mais qu'elle a atteint une taille suffisante pour produire des effets visibles sur les sols, l'organisation du travail et la perception collective du paysage. L'ampleur géographique devient ainsi un signal de crédibilité. Le deuxième indicateur porte sur la survie biologique. Près de 70% des arbres ont résisté aux conditions climatiques sévères et aux épisodes de sécheresse. Ce taux indique une résilience biologique largement supérieure aux prévisions initiales. Dans un environnement où l'échec était attendu, cette proportion a servi de point de bascule dans les discussions techniques. Elle a permis de dépasser l'idée d'une réussite accidentelle pour envisager l'existence d'un cycle de vie viable, capable de se maintenir au fil des saisons. Le troisième indicateur concerne la gestion de l'eau, ressource la plus critique du projet. Grâce au système d'irrigation solaire combiné à des réservoirs souterrains, la consommation d'eau a diminué d'environ 40% par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette réduction confirme l'efficacité structurelle d'un dispositif hydrique optimisé. Dans une région où chaque litre compte, cette baisse a été interprétée comme un argument central en faveur de la durabilité du modèle, car elle démontre que l'implantation des cocotiers ne repose pas sur un prélèvement excessif. Pris ensemble, ces 3 chiffres ont transformé la manière dont le projet était perçu localement. Pour les habitants, ils ne représentaient pas des abstractions statistiques, mais des changements concrets dans le quotidien. Les sols, autrefois considérés comme stériles, semblèrent réagir aux apports organiques et à la stabilisation de l'humidité. Les premières récoltes confirmaient que les arbres n'étaient plus des exceptions isolées, mais des éléments fonctionnels d'un système en formation. Pour Ibrahim Traoré, ces données ont joué un rôle stratégique. Elles ont offert un langage commun avec les ingénieurs, les chercheurs et les institutions venues observer le site. Là où le projet était initialement perçu comme un pari risqué, les chiffres ont permis de parler de seuils franchis, de tendances observables et de conditions reproductibles. Les 200 hectares, les 70% de survie et la réduction de 40% de l'eau sont devenus des repères partagés, capables de soutenir une discussion rigoureuse sur l'avenir du modèle. Ces mesures ne répondent pas à toutes les interrogations, mais elles constituent une matrice probante. Elles montrent qu'une vision, confrontée à des contraintes extrêmes, peut produire des résultats tangibles. C'est dans cette matérialité mesurée que le projet a cessé d'être une hypothèse fragile pour devenir une réalité évaluée, ouvrant la voie au débat suivant. Pour évaluer la solidité du projet, il est nécessaire de prendre au sérieux les critiques les plus structurées, celles qui ne relèvent ni du scepticisme instinctif, ni du rejet idéologique. Le premier argument, souvent avancé, concerne la ressource en eau. Dans une région sahélienne où chaque goutte est stratégique, introduire une culture perçue comme exigeante soulève une inquiétude légitime. Selon cette lecture, même un dispositif optimisé risquerait de détourner l'eau au détriment des cultures traditionnelles, fragilisant ainsi un équilibre déjà précaire. L'objection est claire. Un succès
locale pourrait masquer une pression accrue sur une ressource vitale à long terme. Le second argument porte sur la durabilité temporelle. Les critiques reconnaissent parfois les résultats initiaux, mais les interprètent comme une parenthèse favorable. Dans un contexte climatique marqué par des variations extrêmes, rien ne garantirait que les cocotiers résistent à une succession de sécheresses prolongées ou à des vagues de chaleur plus intenses. Le projet serait alors vulnérable à un retournement brutal, révélant une réussite fragile, dépendante de conditions momentanément clémentes, plutôt que d'une adaptation structurelle. Ces deux objections méritent d'être examinées sans les minimiser. Pourtant, les données issues du terrain apportent des éléments de réponse précis. Concernant l'eau, les systèmes d'irrigation solaire et les réservoirs souterrains ont permis une réduction d'environ 40% de la consommation par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette baisse mesurée indique que l'introduction des cocotiers ne repose pas sur une captation excessive, mais sur une gestion plus efficiente de la ressource. L'argument d'un détournement systématique perd ainsi de sa force face à une optimisation vérifiée. Sur la question de la durabilité, le taux de survie proche de 70%, après plusieurs cycles de chaleur, constitue un indicateur clé. Il suggère que les arbres ne se maintiennent pas par hasard, mais qu'ils ont développé une capacité d'adaptation progressive aux contraintes locales. Les sols enrichis par les apports organiques et la stabilisation de l'humidité renforcent cette lecture, montrant une évolution du système plutôt qu'un simple maintien artificiel. Ibrahim Traoré n'a pas cherché à contourner ces critiques, mais à les intégrer comme des tests permanents. Loin d'affaiblir le projet, elles ont contribué à affiner ses protocoles. Ainsi, la controverse ne révèle pas une faille, mais une capacité d'apprentissage, condition essentielle pour toute initiative confrontée à l'incertitude sahélienne. Ce n'est plus un test. Ce constat marque un tournant net dans la trajectoire du projet. Jusqu'ici, chaque avancée pouvait encore être interprétée comme une exception favorable ou une réussite provisoire. À ce stade précis, la logique s'inverse. Les cocotiers ne servent plus à vérifier si le Sahel peut accueillir une culture inattendue. Ils démontrent que le territoire a déjà commencé à se transformer sous l'effet de pratiques adaptées. Le projet cesse d'être évalué par sa fragilité et commence à être jugé par sa capacité à produire des effets durables. Cette bascule modifie profondément les priorités. L'attention ne se concentre plus sur la survie des arbres, mais sur la structuration de ce qui émerge autour d'eux. Les premières récoltes, bien que modestes, confirment que le système fonctionne au-delà du seuil expérimental. Les coopératives s'organisent, les savoirs techniques circulent, et les discussions locales portent désormais sur l'optimisation plutôt que sur la faisabilité. Pour Ibrahim Traoré, ce moment représente une clarification stratégique. Le projet n'a plus besoin d'être défendu comme une hypothèse audacieuse. Il doit désormais être pensé comme un modèle en devenir, avec ses contraintes, ses limites et ses responsabilités. Le cœur du récit se déplace alors vers une question nouvelle. Comment accompagner une réussite naissante sans la fragiliser par une expansion précipitée? À partir de ce point médian, l'enjeu n'est plus de prouver que le changement est possible, mais de décider comment il peut être conduit. À mesure que le projet s'est consolidé, ses effets ont commencé à se diffuser bien au-delà des parcelles initiales, touchant différents groupes de manière distincte. Ce qui était perçu comme une expérimentation agricole localisée s'est transformé en un processus de recomposition sociale et économique. Ibrahim Traoré observait cette diffusion avec attention, conscient que la réussite du projet ne se mesurait plus seulement à la survie des arbres, mais à la manière dont il redessinait les équilibres humains autour d'eux. Pour les agriculteurs, le changement a été d'abord cognitif. Des terres considérées comme définitivement stériles ont montré des signes de réponse positive à des pratiques adaptées. Cette évolution a conduit plusieurs paysans à reconsidérer leurs méthodes, intégrant progressivement des techniques d'irrigation solaire ou d'enrichissement organique. Le cocotier n'est pas devenu une culture dominante, mais un révélateur. Il a démontré que l'innovation pouvait ouvrir des marges de manœuvre là où l'on croyait l'échec inévitable. Cette redéfinition du possible a renforcé l'autonomie décisionnelle des exploitants locaux,
Pour les jeunes, l'impact s'est joué sur le registre des perspectives. Là où l'exode apparaissait comme l'unique horizon, le projet a introduit de nouvelles compétences valorisables localement. La gestion des systèmes solaires, le suivi des indicateurs de sol ou la maintenance des installations ont créé des rôles techniques inédits. Ces opportunités n'ont pas inversé toutes les dynamiques migratoires, mais elles ont offert une alternative crédible. Dans cette partie du Sahel, rester n'était plus synonyme d'immobilité. Pour les femmes, les effets ont été à la fois économiques et sociaux. Les premières récoltes ont permis la structuration de coopératives chargées de la transformation des produits dérivés. Ces activités ont généré des revenus réguliers et prévisibles, modifiant l'équilibre au sein des foyers. L'accès à une autonomie financière, même partielle, a renforcé la capacité de décision des femmes dans la gestion familiale et communautaire. Ce changement, discret mais profond, a inscrit le projet dans une dynamique de progrès social. Pour les institutions locales, enfin le projet est devenu un point de référence. Les autorités, d'abord prudentes, ont commencé à envisager des extensions contrôlées et des adaptations à d'autres zones arides. Les visites de chercheurs et l'intérêt d'organisations extérieures ont renforcé cette attention. Ce qui relevait initialement d'une anomalie est progressivement apparu comme un cas d'école, illustrant comment une initiative expérimentale pouvait produire des effets structurants à l'échelle territoriale. Ainsi, les conséquences ne se limitent pas à une réussite agricole. Elle confirme l'intuition d'Ibrahim Traoré. Lorsqu'un territoire commence à changer, ce sont d'abord les représentations, puis les pratiques, et enfin les institutions qui se réorganisent autour de cette transformation. À l'issue des premières récoltes et de la structuration des coopératives, l'avenir du projet peut être envisagé selon 3 trajectoires distinctes. Chacune dépend moins d'un facteur unique que de l'articulation entre gestion de l'eau, gouvernance locale et capacité d'apprentissage collectif. Ces scénarios ne prédisent pas, ils cadrent des possibles. Dans le scénario de base, la progression se poursuit à un rythme maîtrisé. Les parcelles existantes sont consolidées, les systèmes d'irrigation solaire sont entretenus, et les protocoles d'ombre et de rétention sont affinés sans changement majeur d'échelle. Les coopératives féminines stabilisent leur production, répondant principalement aux marchés locaux et régionaux. Les revenus restent modestes mais réguliers, suffisants pour maintenir l'adhésion communautaire. Ce scénario repose sur une vigilance constante. Il ne promet pas une transformation rapide, mais une continuité fonctionnelle où chaque cycle confirme la viabilité du modèle sans l'exposer à une pression excessive. Dans le scénario favorable, plusieurs signaux convergent positivement. L'intérêt institutionnel s'intensifie, des partenariats techniques se sont noués, et la demande pour les produits transformés augmente au-delà du périmètre local. Cette dynamique permet une extension progressive vers de nouvelles parcelles, accompagnée d'investissements ciblés dans la formation et le suivi des sols. Les jeunes s'engagent davantage, attirés par des perspectives économiques et techniques plus claires. Le projet devient alors une référence régionale d'adaptation climatique, non parce qu'il s'impose partout, mais parce qu'il fournit un cadre reproductible, adaptable à d'autres zones arides confrontées à des contraintes similaires. Dans le scénario contraint, une succession de sécheresses sévères ou des erreurs de gestion hydrique fragilisent les plantations. Les arbres montrent des signes de stress, les rendements baissent temporairement et la pression sur les coopératives s'accentue. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais une phase de repli stratégique. Les communautés doivent alors réajuster les cycles d'irrigation, renforcer l'ombrage et accepter une réduction transitoire de l'activité. L'enjeu devient la capacité à absorber le choc sans perdre les acquis organisationnels. Quel que soit le scénario, une constante s'impose. La durabilité dépendra d'une lecture systémique. Penser en cycle, anticiper les limites et ajuster sans précipitation constitue la condition pour que le projet continue d'évoluer sans se renier. À première vue, ce projet peut sembler éloigné, ancré dans une région sahélienne confrontée à des contraintes spécifiques. Pourtant, il touche à une expérience plus universelle.
celle de faire face à des limites perçues comme définitives. Ce qui se joue ici ne concerne pas uniquement l'agriculture ou le climat, mais la manière dont des communautés abordent l'incertitude, ajustent leurs pratiques et transforment progressivement leur rapport à un environnement difficile. Pour certains lecteurs, l'écho se situe dans la méthode. L'idée qu'un changement durable ne naît pas d'un geste spectaculaire, mais d'une succession d'essais, d'erreurs et de corrections, peut résonner bien au-delà du Sahel. Observer comment un projet avance sans promesse excessive, en intégrant les critiques comme des données utiles, invite à repenser la manière d'aborder ses propres défis, qu'ils soient professionnels, sociaux ou territoriaux. Pour d'autres, l'impact est émotionnel. Voir des habitants reprendre confiance dans des terres qu'ils pensaient perdues rappelle que les récits dominants ne sont pas immuables. Les jeunes qui découvrent des perspectives locales, les femmes qui accèdent à une autonomie économique, les agriculteurs qui réévaluent leurs pratiques, composent une dynamique qui parle de dignité retrouvée. Ce sentiment de pitié, d'agir possible, dépasse les chiffres et s'inscrit dans une transformation du regard porté sur soi et sur son avenir. Enfin, ce récit interroge la responsabilité individuelle. Il suggère que soutenir, relayer ou simplement comprendre des initiatives locales participe déjà à un mouvement plus large. Sans idéaliser ni transposer mécaniquement, il invite à se demander où se situent, dans d'autres contextes, les marges d'expérimentation encore inexploitées. Ainsi, l'histoire ne cherche pas à convaincre, mais à ouvrir un espace de réflexion. Elle rappelle que les changements les plus durables commencent souvent par une révision silencieuse de ce que l'on croyait impossible. Pour consolider les acquis et éviter qu'une réussite naissante ne se fragilise, une trajectoire claire s'impose. Ibrahim Traoré a progressivement structuré cette étape comme une méthode plutôt qu'un plan figé, fondé sur des responsabilités partagées et des indicateurs simples. L'objectif n'est pas d'accélérer à tout prix, mais de stabiliser chaque avancée avant d'envisager l'étape suivante. D'abord, il s'agit de sécuriser l'eau. Les systèmes d'irrigation solaire et les réservoirs souterrains doivent être étendus aux nouvelles parcelles de manière progressive. Les équipes locales assurent l'installation et la maintenance, tandis que des relevés réguliers mesurent la stabilité de l'humidité du sol. Le critère de réussite est précis: maintenir les taux de survie sans augmentation de la consommation globale d'eau. Ensuite, il faut transmettre les protocoles. La formation devient centrale. Des sessions trimestrielles sont organisées pour les agriculteurs, portant sur l'ombrage, le compostage et la micro-rétention. Chaque village est encouragé à adapter les pratiques à ses contraintes propres. La mesure se fait par l'évolution de la vigueur des plants et la capacité des participants à reproduire les techniques sans assistance extérieure. Puis, il devient nécessaire de structurer la transformation. Les coopératives, en particulier féminines, sont équipées d'outils standardisés pour garantir la qualité des produits dérivés. Des indicateurs simples suivent la régularité des volumes, la stabilité des revenus et la constitution de réserves communautaires. L'enjeu est de transformer une activité émergente en source économique fiable. Enfin, il convient d'instaurer une gouvernance partagée, une instance locale réunit agriculteurs, femmes, jeunes et autorités. Elle arbitre les priorités, anticipe les tensions sur l'eau et suit l'évolution des sols à l'aide d'un tableau de bord commun. À travers cette feuille de route, Ibrahim Traoré inscrit le projet dans une logique transmissible. La transformation cesse d'être liée à une initiative isolée et devient une capacité collective, capable de durer parce qu'elle est comprise, mesurée et ajustée. Lorsque l'on revient au premier jour du projet, l'image qui s'impose n'est pas celle d'un succès assuré, mais celle de plans fragiles, protégés par des pailles recyclées et des gestes patients. Ces cocotiers hésitants, exposés à une chaleur implacable, concentraient déjà l'essentiel du récit. Accepter la vulnérabilité comme point de départ plutôt que comme signe d'échec. Leur survie progressive a donné une forme concrète à une idée simple mais exigeante portée par Ibrahim Traoré: accompagner la terre au lieu de la contraindre. Avec le temps,
ces arbres sont devenus des repères silencieux. Ils rappellent que la transformation ne s'opère pas par rupture brutale, mais par une accumulation d'actes modestes, répétés et ajustés. Ce sont ces choix discrets, souvent invisibles à l'extérieur, qui ont fini par redessiner un paysage et une manière de penser l'avenir collectif. Le projet n'a jamais cherché à produire un symbole spectaculaire. Il a plutôt construit une continuité, où chaque amélioration reposait sur la précédente. Dans cette vallée sahélienne, la patience s'est révélée plus décisive que l'audace et la méthode plus durable que la promesse. Un paysage change quand la persévérance devient une pratique quotidienne. Aujourd'hui, ces cocotiers ne racontent pas une victoire définitive. Ils témoignent d'un chemin possible, encore fragile, mais déjà réel. Et c'est précisément cette fragilité assumée qui donne à l'expérience sa portée la plus profonde. Cette trajectoire, née dans une zone sahélienne longtemps réduite à ses contraintes, ne demande ni admiration automatique ni adhésion immédiate. Elle invite plutôt à un déplacement du regard. Observer comment une initiative locale évolue, s'ajuste et produit des effets mesurables permet de penser autrement les défis contemporains, qu'ils concernent le climat, l'économie ou la cohésion sociale.